Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir en direct pour cette webconférence Made in Cell organisée par Boursorama et Newcap. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Doigt, président du directoire de Made in Cell. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent. Et vous êtes accompagné par Jaime Arango, directeur financier de Made in Cell. Bonsoir Jaime. Bonsoir Laurent. Alors nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes pendant ce moment d'échange privilégié. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions en direct aux dirigeants de Made in Cell. Nous en avons déjà sélectionné quelques-unes posées au moment de l'inscription. Et tout de suite, Christophe, je vais me tourner vers vous. Vous aviez choisi de vous exprimer car on savait que Made in Cell attendait une nouvelle importante, la réponse de la FDA, l'autorité de santé américaine, pour l'autorisation de mise sur le marché de TV46000 MDC IRM. Ce produit, on le rappelle, il est développé en collaboration avec le géant pharmaceutique israélien Teva. Et pour ceux qui auraient loupé le train en marche, mais je pense que les gens qui nous regardent connaissent très bien le produit, c'est une suspension injectable sous-cutanée de risperidone à libération prolongée, indiquée pour le traitement de la schizophrénie. Christophe, cette réponse de l'autorité de santé américaine, c'est dans le jargon, on l'a eu, une Complete Response Letter, je le dis avec l'accent. Merci. Et on va essayer de faire preuve de pédagogie pour vraiment essayer de comprendre les implications de ce document. Ce qu'on comprend, c'est que le médicament, à ce stade, n'est pas encore approuvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage, justement, en quoi consiste cette Complete Response Letter ? Oui. Alors, il y a une chose que je vais clarifier parce que je suis passablement irrité depuis lundi de voir que beaucoup de sites internet, certains médias, journaux d'investissement appellent ça un refus. Ouais. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un refus. La FDA ne vous dit pas, écoutez, c'est terminé, ce médicament, on l'acceptera pas. Au contraire, ce n'est pas une fin de non-recevoir. Ça veut dire que la FDA a étudié le dossier, mais qu'il n'est pas dans l'état approuvable et qu'ils font dans cette lettre des recommandations, des remarques, que Teva, Teva le dit bien dans le communiqué de presse, va suivre en étroite collaboration avec la FDA pour répondre à ces recommandations. Bon. La précision est importante. Ce n'est pas vous qui recevez cette Complete Response Letter, c'est votre partenaire Teva. Il y a d'autres questions qu'on se pose. Est-ce qu'à ce stade, vous, Made in Cell, vous pouvez cerner l'étendue des blocages qu'a remonté la FDA ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ces objections soulevées ? Est-ce qu'elles sont importantes ou plutôt mineures ? Ou est-ce que c'est finalement à Teva et à sa puissance aussi industrielle, juridique et autres, de gérer cette situation ? Alors, vous verrez, en regardant sur Internet, que c'est très fréquent, ce type de lettre. Il suffit de taper Pfizer... CRL, Novartis CRL, Sanofi CRL, et vous verrez que dans la quasi-intégralité de ces cas, les industriels ne donnent pas les détails. Parce que c'est un secret industriel, stratégique vis-à-vis de la concurrence, et dont ils préservent la confidentialité. Et la FDA ne la publie pas d'ailleurs, cette Complete Response Letter. Non, la FDA dit qu'il y a une Complete Response Letter, on va peut-être l'appeler la lettre. Allez, ou la CRL, dans la suite de la conversation, mais ce n'est pas public, ce n'est pas public. Bon, ça veut dire que, est-ce que vous, Teva, va vous communiquer des informations sur cette lettre ? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait ou est-ce que c'est deux choses complètement distinctes ? Alors, on verra ce que Teva choisit de communiquer, et à notre tour, on le communiquera quand on aura une information qui vient d'eux. Peut-être que je devrais un peu décrire quels sont les scénarios, parce que une CRL, ça peut aller d'une CRL très bénigne à une CRL grave. Et la grave, on le dit tout de suite, c'est potentiellement refaire des essais. C'est une question que beaucoup d'investisseurs se sont posée. Alors la grave, ça serait de refaire effectivement des essais cliniques, mais dans ce cas-là, les industriels, en général, arrêtent le projet parce que ça prend trop de temps et trop d'argent. Il est peu probable que ça soit notre cas aujourd'hui, notamment parce qu'il y aurait sans doute eu des warnings de la FDA dans ce qu'on appelle des Advisory Committee Meetings, qui auraient annoncé un red flag. Il n'y en a pas eu. En plus, tous nos experts disent bien que la phase 3 a des données remarquables. Le CEO de Teva les appelle même phénoménaux. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est de la spéculation, et parce qu'on verra ce que l'on apprend par la suite.
et on est tout au début du processus, puisque Teva est en train d'analyser cette lettre et prépare le prochain contact avec la FDA, dans lequel ils vont essayer de comprendre et bien définir la suite du process pour aller à l'approbation. C'est un atout dans ce cas d'avoir un partenaire comme Teva qui, justement, j'imagine, a l'habitude de ce genre de procédure et qui peut y répondre avec adéquation. Bien sûr, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique un peu la réaction un peu extrême du marché, c'est que pour une petite société, effectivement, c'est un événement complexe, parce que les interactions avec la FDA demandent du temps, ça demande aussi des ressources, de l'expertise, des compétences. Teva les a. Teva a déjà eu à traiter des CRL. On sait que ce projet est stratégique pour eux. Ça fait 1 an que le CEO en parle à chacune de ses réunions trimestrielles avec ses analystes financiers. Et donc il est évident, et ils le disent bien dans ce communiqué de presse, qu'ils vont faire tous leurs efforts pour agir rapidement pour résoudre le sujet. On ne va pas se lancer, Christophe, dans de la politique fiction. Il y a beaucoup de questions d'investisseurs qui sont tombées sur ce que ça pouvait impliquer. Est-ce que malgré tout, on a des données statistiques sur comment ça se passe quand on reçoit une CRL? Dans quelle proportion on peut recevoir une CRL quand on dépose un nouveau médicament? Et une fois qu'on l'a reçu, quelle est la proportion de succès d'amener un médicament sur le marché? Tout à fait. Alors, je vous rappelle que Rick Malamut, le président de notre Medical Advisory Board, qui est américain et un expert de ces sujets-là, a bien indiqué dans le communiqué de presse que c'était fréquent et qu'il fallait ensuite travailler sur les recommandations et que dans la plupart des cas, on arrivait à l'approbation. Mais évidemment, on a regardé les statistiques pour pouvoir expliquer un peu la situation, le contexte à beaucoup de nos investisseurs qui sont des investisseurs financiers, mais aussi nos anciens employés, nos employés. On est tous actionnaires à Medincell. Et donc les chiffres sont clairs et sont assez frappants, puisque pour toutes les applications à la FDA qui ont été faites dans le domaine de la psychiatrie, ce qui est le cas. Il y a seulement 37% des dossiers qui passent du premier coup. Et sur tous les dossiers qui ont terminé leur phase 3 et qui ont fait une application, donc, il y en a 91 qui passent. D'accord. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a passé cette première revue, il reste encore 86% de chances de succès. Bon. Il y avait une question de Frédéric, mais vous y avez répondu. Pourriez-vous indiquer sur quelle partie du dossier TV 46000 portent les questions de la FDA, clinique, préclinique, qualité? À ce stade, ce n'est pas possible pour vous de communiquer sur ces non, je ne peux pas y répondre parce que d'abord, je ne le sais pas. Ça serait de la spéculation. Mais par contre, je peux expliquer les différents cas de figure. Donc, on a parlé du cas grave. Ça, c'est les essais cliniques. J'ai donné quelques indications. Maintenant, si on regardait du côté des remarques de la FDA qui seraient les plus bénignes, ça serait par exemple demander des données complémentaires que Teva a, mais qui n'ont pas été mis dans le dossier. Dans ce cas-là, la résolution pourrait être rapide. Un deuxième exemple aussi de résolution rapide, ça serait que la FDA ait fait un commentaire qui ne soit pas correct et que Teva réussisse à les convaincre que c'est un commentaire qui n'était pas correct. Après, dans des résolutions qui seraient un peu plus longues, ça serait une demande ou un complément d'études de toxicité sur animal. Puis après, peut-être un peu plus long, mais ça va dépendre des cas, c'est des remarques sur le manufacturing, qui souvent sont liées... Sur la production du traitement lui-même. Oui, et souvent c'est lié au processus de qualité, quality control. Et c'est en fait l'essentiel, souvent, ou une majorité des cas de CRL. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir dans quel cas on est, ça serait une spéculation. Ce que je sais, c'est qu'on a un partenaire puissant qui a l'habitude de traiter ce genre de sujet et qui aussi a l'habitude de produire des médicaments, de faire des essais cliniques. Et ça, c'est un vrai atout pour Medincell. Du coup, forcément, on a cette question de JF, Jean-François, j'imagine, qui nous dit dans quel délai pensez-vous obtenir une réponse d'approbation au nom de la FDA suite à cette demande d'informations complémentaires? Est-ce que déjà on arrive, malgré tout, avec les zones d'incertitude qui restent, à envisager là aussi des délais additionnels pour l'approbation de ce traitement? Alors, le fait qu'on ait une CRL, ça veut dire qu'on n'est plus
dans la période de 12 mois d'approbation, qui se terminait donc fin juin. C'est ce qui avait été annoncé, et aussi par Teva. Et donc ça veut dire que forcément, ça va créer un délai. Mais suivant les cas de figure, ce délai va varier. Et ça sera plusieurs mois ou quelques mois de délai. Et quand on aura cette information, évidemment, on la communiquera. Bon. Moi, j'ai plutôt envie de savoir, mais j'imagine les investisseurs aussi, comment ça se passe? C'est-à-dire que Teva resoumet le dossier ou c'est un dialogue comme ça, fluide entre lui et la FDA? Alors, ça va dépendre de la CRL, mais dans la plupart des cas, donc, il y a des remarques et des recommandations, souvent. D'ailleurs, Teva le dit bien, que la FDA a fait des recommandations, donc ce qui était un point positif. Ils vont en discuter dans les semaines qui viennent. D'abord, Teva va analyser, bien se préparer. Ils vont en discuter avec la FDA pour vraiment définir la feuille de route de la suite du processus. Et puis après, ils compléteront l'approbation. Bon. Question aussi, là aussi, qu'on a eu des gens qui nous ont écrit. Est-ce que ça, selon vous, ça vient remettre en cause le potentiel de la technologie de Medincell, la technologie BIPO dont on a vu les vidéos tournées avant le début de la webconférence? Alors, je ne vais pas mentir, quand on a reçu la première nouvelle, ça a été notre inquiétude de base, évidemment, bien sûr, parce que ce n'était pas la feuille de route, évidemment, qu'on aurait préféré, même si c'est très commun dans l'industrie. Et donc, on a vite clarifié ce sujet. Et la meilleure réponse que je puisse faire, c'est ce que Teva... Parce que les deux communiqués de presse, le premier a été fait par Teva, le deuxième a été fait à l'initiative de Medincell pour donner des éléments complémentaires, mais a été validé par Teva. D'accord. Donc ils l'ont vu, ce communiqué. Voilà. Et donc Teva dit bien que dans ce deuxième comité, je vais le lire, et ça va répondre, je pense, de façon très claire à votre question, que Teva reste confiant dans la technologie de Medincell pour le développement de produits injectables à libération prolongée. Donc c'est un statement très fort. Et ils disent aussi que Teva reste pleinement engagé dans les autres produits basés sur la technologie de Medincell. Bon, voilà. Donc le communiqué est très clair sur ce point. Forcément, on va aussi parler un peu finance. Là, je vais me tourner vers vous, Jaime, parce que Mathieu nous demande à combien est estimé le retard de l'AMM. Ça, on en a parlé avec Christophe compte tenu de ce retard. Aurez-vous besoin d'une augmentation de capital à court terme ou d'autres moyens de financement dilutif? Forcément, voilà, est-ce qu'il y a des revenus qui étaient attendus pour ce médicament? Est-ce que ce délai pourrait venir impacter la situation financière de Medincell, Jaime? Merci pour la question, Laurent. Effectivement, nous travaillons sur différents scénarios. Et même si ce scénario sur lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le scénario préféré, on l'a envisagé. Donc, il faut savoir aussi que dans le lancement de ce produit-là, la prise de part de marché, elle se fait petit à petit. Et l'impact financier des revenus de royalties est assez limité. Donc, on peut confirmer aujourd'hui que notre visibilité financière reste, c'est ce qu'on a dit depuis déjà plus d'un an, notre visibilité financière va jusqu'à l'été, jusqu'à juin 2023. Donc, il y a un impact, il y a un retard, mais ça ne remet pas en cause la visibilité financière de la société. Au-delà de ça, de cet impact financier, nous travaillons aussi avec Christophe et toutes les équipes sur d'autres solutions de restructuration de la dette qui pourraient aussi nous aider à avoir encore plus de visibilité financière dans le futur. Donc pas d'inquiétude sur ce point. Quelles sont, selon vous, Christophe, c'est la question un peu boule de cristal, pardon, les prochaines annonces à attendre sur ce dossier? Ça viendra de Teva? Alors, en tout cas, l'autorisation viendra de Teva, et ça sera une décision commune. Bon, je crois qu'il faut être un petit peu patient. Teva a dû mettre beaucoup de pression sur ses équipes, évidemment, pour analyser les recommandations et se préparer à la réunion de la FDA. Donc c'est un peu tôt pour savoir à quel moment et quand ils décideront de donner des détails. Ils vont être aussi sollicités, puisque ce produit, je l'ai dit à plusieurs reprises, est stratégique pour Teva. Donc il est assez probable que des questions seront posées au CEO de Teva, Karl Schütz, le 3 mai, lors de sa réunion, ce qu'on appelle les earnings call, avec les investisseurs, sa réunion trimestrielle. Bon, d'accord. On a une question qui vient de tomber de Robert, qui nous dit « Depuis combien de temps connaissiez-vous la réponse de la FDA? La connaissiez-vous déjà il y a 10 jours lorsque vous avez organisé cette conférence du 21 avril ?» Absolument pas.
Je ne pensais pas être dans cette situation aujourd'hui, puisque on pensait rappeler à tous les investisseurs le fait que on pensait avoir une approbation dans les semaines qui viennent. Éminente, réexpliquer le produit, le potentiel. Et le lancement commercial. Le lancement commercial, puisque je vous rappelle que à la dernière réunion de Carl Schutz avec ses investisseurs, je crois que c'était le 2 février, son VP commercial US était là et indiquait que ses forces de vente étaient prêtes. Donc c'est là aussi un statement très fort. Donc non, on ne le savait pas. Et on a préféré évidemment conserver cette intervention parce qu'à Medincell, on a toujours été transparent avec nos actionnaires qui sont pour une grosse partie d'entre eux des fondateurs, des anciens employés, nos employés. Et on continuera à le faire évidemment dans la suite du processus. Bon. Question peut-être plus personnelle. Alors, je n'ai pas répondu, pardon. Oui. Quand est-ce qu'on l'a reçu? Oui. C'était lundi après-midi. Non, mardi après-midi. Mardi après-midi, le 19. Lundi, c'était le lundi de Pâques, oui. C'était mardi après-midi. Alors, on a une question de Vincent. On va peut-être la reposer, même si Raimi, je pense que vous aviez déjà un peu bien répondu à la question. Les conséquences financières suite à la décision de la FDA vous obligeront-elles à faire un appel au marché? De ce que vous avez dit, à court terme, rien n'est véritablement changé dans la situation financière de Medincell. Absolument. Nous privilégions aujourd'hui d'autres solutions, comme la restructuration de la dette, et une augmentation de capital n'est pas dans nos plans aujourd'hui. Même si ça reste toujours l'une des possibilités de refinancement des bibliothèques sociétés. En général, il faut le dire. Mais ce n'est pas le scénario préféré. Ouais. Question de Franck qui va me fournir une transition toute trouvée. Merci Franck. Quid de l'avancement des autres projets? Oui, parce que Medincell, ce n'est pas que MDC IRM. Il y a quand même un passage en phase 3 qui était prévu bientôt pour MDC CWM. Ça, c'est destiné à réduire l'inflammation post-opératoire du genou. Il y a aussi MDC TJK avec Teva, là aussi dans la schizophrénie. Est-ce que sur ces deux programmes, on est encore sur les rails comme prévu? On est sur les rails comme prévu. On n'a pas de changement. Et on attend toujours des nouvelles, comme indiqué. Donc CWM est fait en partenariat avec une société canadienne, AIC. Et TJK est un autre produit, c'est le deuxième produit que nous faisons avec Teva, qui là aussi suit son chemin et les choses continuent à avancer. Bon, et ben ça tombe bien parce que j'ai aussi une question sur ça. C'est une question de Vincent aussi. Votre partenaire AIC est-il fiable? Il semble que les phases 3 Célécoxib soient régulièrement reculées. Qu'en est-il de celles annoncées en janvier, février? Là, on peut. D'accord, donc c'est une bonne question. Merci Vincent. Tout d'abord, effectivement, AIC est une petite société qui a été fondée ad hoc par un ancien CEO biotech qui est aussi chirurgien orthopédique dans la meilleure équipe de chirurgiens orthopédiques au Canada, à Toronto-Ouest. Donc AIC a levé plus de 40 millions de dollars canadiens, je crois 43, Rémi, si je me rappelle bien, donc pour financer ses produits et financer notamment sa phase 3. Et c'est entouré des meilleurs consultants aux États-Unis pour justement les aider dans la définition des protocoles de phase 3 et avancés. Il faut savoir que définir un protocole de phase 3, c'est extrêmement important, c'est stratégique parce que ça a des applications non seulement pour obtenir l'approbation, mais aussi ça va donner des éléments pour favoriser le lancement et le futur du produit. Et aussi demander aux organismes de remboursement américains les bons remboursements. Et on voit, je prends l'exemple de MDC IRM avec Teva, que Teva a fait un travail remarquable sur la définition de cette phase 3 et qui a démontré la puissance du produit et son potentiel. Donc AIC est dans cette phase. Ce que je retiens, c'est que c'est un moment critique et qu'il ne faut pas se louper. Non, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper, c'est un moment critique. Au-delà de ça, le domaine de la douleur est un domaine complexe, parce que la douleur, ça se mesure par des échelles qui sont qualitatives, qui ne sont pas quantitatives. Et donc la FDA est extrêmement vigilante sur ces protocoles d'essais cliniques et a fait en plus récemment des nouvelles guidelines, c'était en janvier,
auxquels il faut s'adapter. Voilà. Bon. Question de Marie-Hélène, même si on y a un peu répondu, mais je pense que c'est important aussi de répéter pour que tous les investisseurs comprennent bien quelle est votre stratégie. Est-ce que la CRL de la FDA peut vous faire reconsidérer la teneur des programmes cliniques dans d'autres produits ? Avec l'information qu'on a aujourd'hui, absolument pas. D'autant plus que, je ne l'ai pas dit, s'il y avait eu un vrai sujet avec... Nous, il y a deux choses. On a licencié la technologie à Medincell. Et puis, on fournit les polymères, qui sont l'ingrédient clé des formulations, via l'alliance qu'on a avec Corbion, qui les fabrique dans ses usines. Corbion, c'est le numéro 1 mondial de la fabrication des polymères biomédicaux. Là aussi, un partenaire de poids, avec beaucoup d'expertise. Et depuis donc, que Teva a reçu la CRL, il n'y a eu aucune remarque, ni vers Medincell, ni vers Corbion. Donc, s'il y avait eu un sujet, on l'aurait su. Donc, aujourd'hui, non, ça ne remet pas en cause du tout les autres programmes. Mais là aussi, c'est un petit peu de la spéculation, parce qu'il faudra qu'on ait les détails pour le voir. Il y a deux questions qui, pour moi, en font une seule. Je vais vous poser à la suite. Maxime, chaque futur développement sera-t-il aussi long à développer que MDCIRM, ou est-ce que la base de la technologie Medincell reste la même et permet des développements futurs plus rapides ? Renaud nous disait, est-ce que l'obtention de l'AMM sur MDCIRM pourrait faciliter, voire accélérer le processus de régulatory sur les autres produits ? Et là, on a JF, Jean-François, j'imagine, pensez-vous que le point soulevé aujourd'hui par la FDA vous permettra d'anticiper une autre lettre lors de la soumission de futurs dossiers et donc d'accélérer leur approbation ? Voilà. Est-ce qu'on va capitaliser sur cette expérience un peu fâcheuse, certes, mais qui pourrait être utile pour la suite ? Vous savez, dans la vie, toute expérience est utile. Et moi, je suis un grand fan du continuous improvement à la Deming, le grand chantre de la qualité américain. Et donc oui, ça sera une expérience dont on va apprendre, évidemment. Mais là, on ne sait pas encore ce qu'on va apprendre. Par contre, sur la durée des programmes, c'est difficile de comparer parce que si on se mettait, il ne faut pas comparer. Ça, je vous coupe, mais si on se mettait dans l'optique de ce deuxième traitement en partenariat avec Teva dans la schizophrénie, et on se met dans l'optique où finalement vous avez cette approbation, est-ce que ça pourrait faciliter l'approbation de ce deuxième traitement pour des programmes relativement identiques, donc avec, dans le même domaine et avec la même durée, j'expliquerai pourquoi c'est important, oui, on sera plus rapide évidemment, notamment parce que donc ce programme-là, on l'a démarré début 2014, donc on avait signé notre accord avec Teva le 28 novembre 2013, c'est une date marquante dans nos mémoires. Et il y a eu beaucoup de travail à faire, donc la technologie était dans ses étapes de démarrage. Il y a un travail énorme, colossal qui a été fait par nos équipes, en soutien de Teva. Aujourd'hui, ça, c'est une vraie expérience accumulée. En plus, depuis notre introduction en bourse, on a, et j'en parlais à un staff meeting qu'on a eu ce matin, notre staff meeting trimestriel, on a fait des progrès remarquables sur la technologie, sur tout ce qui est polymère, système de contrôle, qualité. On a aussi construit des compétences à Medincell sur les aspects cliniques et réglementaires, qui vont nous permettre d'aller plus vite. Il y a ce qu'on appelle chez les consultants la courbe d'expérience. Donc quand on refait des choses, on est de plus en plus rapide et en général elle n'est pas linéaire, cette courbe d'expérience, elle est exponentielle. Alors ça ne sera jamais non plus quelques mois pour faire un produit, c'est des produits complexes. C'est des produits complexes dont un facteur clé pour déterminer la durée, c'est la durée d'injection. Parce que pour développer un produit comme notre produit en santé animale qui fait 1 semaine, et à l'opposé, notre produit en contraception que la Fondation Gates qui fait 6 mois, on comprend que les essais cliniques, tout prend beaucoup plus de temps. Donc ça dépend aussi de la durée de relargage. Bon. On a déjà aussi un peu répondu à cette question, mais on va la reposer pour vous, Franck. Quand Teva va-t-il communiquer sa décision sur les 2 molécules qui sont en cours de sélection ?
Quand il y aura des événements majeurs, Ouais. si ma mémoire est bonne, Raimé, sur MDC-IRM, ça avait été au moment où ils avaient mis le dossier sur clinicaltrials.gov pour annoncer le démarrage de l'essai clinique de phase 3. Donc a priori, ça sera à C'était ce en moment-là. Q2 2018. Et pareil sur donc, MDC ANG, qui lui devrait rentrer dans des premiers essais sur homme. C'est la prochaine étape et ça sera au même moment a priori. Il y a bien sûr beaucoup de questions sur cette CRL, mais on a aussi des questions sur les autres programmes de Medincell. Yann nous dit, où en êtes-vous sur le programme Covid? C'était aussi une question qu'on avait retenue au moment de l'inscription. Frédéric, quel intérêt pourrait avoir un traitement à l'ivermectine contre le Covid versus les vaccins actuels? N'est-il pas trop tard et trop coûteux pour continuer les recherches de ce programme? Très bien. Merci de nouveau, excellente question. Alors on a annoncé, je vous rappelle que, donc on va commencer peut-être par la deuxième question, sur la prophylaxie. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur la pandémie, nous voyons que les vaccins protègent des cas graves, mais ne protègent pas contre l'infection. Et on l'a vu de façon flagrante avec Omicron. Ouais. Tous les vaccinés ont attrapé, ou la grande majorité, Omicron. Le sujet sur lequel on se focalise, c'est qu'il y a une population donc, qui n'est pas protégée, non seulement qui peut attraper le Covid parce qu'elle n'est pas protégée contre l'infection, mais qui en plus a un système immunitaire qui ne lui permet pas d'avoir des vaccins efficaces contre les cas graves. Et ça, on le voit dans la presse, c'est les immunosupprimés. Donc les gens qui sont transplantés, qui sont sous médicaments anti-rejet, les gens qui sont en chimiothérapie, les gens qui prennent des traitements, par exemple, contre la polyarthrite, qui ont des médicaments qui abaissent leur défense immunitaire. Et ces patients-là font aujourd'hui 40% des cas en réanimation. Et d'ailleurs, en janvier ou février, il y a tous les présidents de leurs associations qui sont allés voir le président de la République pour dire qu'il pourrait y avoir une véritable augmentation des décès dans cette population-là. Donc c'est ça qu'on vise. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et ces patients ne sont pas protégés par les vaccins. Et en plus, et ça va faire la transition vers la seconde question, ces patients, aujourd'hui, peuvent être protégés par des anticorps, avec des infusions à l'hôpital, tous les quelques mois. Sauf que c'est un traitement lourd et que ces anticorps dépendent des variants. Il n'en reste plus qu'un qui soit efficace sur l'Omicron, par exemple. Tous les autres ont perdu leur efficacité. Donc l'espoir qu'on a avec l'ivermectine, c'est qu'elle protège les patients contre les variants. Et vous imaginez que si on peut protéger les patients contre un variant pendant plusieurs mois avec une injection, qu'on a un produit extrêmement intéressant. Et ce qu'on a fait dans cette stratégie de développement, et on voit maintenant qu'on a plus de temps qu'on anticipait en début de pandémie, c'est faire cette phase clinique, ce qu'on appelle une phase 2, pour confirmer tout ce qui a été vu dans des essais observationnels. Il y en a une dizaine, on les connaît par cœur, on a parlé à tous leurs investigateurs principaux, les gens qui ont fait les essais cliniques, on les a fait analyser par des experts. Et donc on a besoin de confirmer dans des essais extrêmement rigoureux, un double aveugle avec bras de contrôle, placebo, multicentrique, retrouver donc cette efficacité pour deux raisons. La première, c'est avoir une fondation et pouvoir avancer avec les instances réglementaires et pouvoir accélérer plus tard le développement de l'injectable longue action. Donc cet essai a démarré. Il avance d'ailleurs même bien. Le recrutement est en cours et on n'a pas de modification à faire sur le planning annoncé, à savoir des résultats intérimaires normalement cet été. Bon, résultats intérimaires normalement. Cet été, une question peut-être un peu plus stratégique de la part de Gérard. Est-ce que la technologie BIPO peut servir à prolonger la durée de vie d'une molécule qui va perdre son brevet ?
Là aussi, bravo, c'est une bonne question. C'est une super question. C'est une très bonne question. Est-ce que, hop, si je rajoute Bipo dessus... je vais expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on travaille essentiellement, je crois, dans tout notre pipe sur des molécules qui sont devenues génériques, donc qui ont perdu leur brevet. Oui. Parce que là, alors, il y a des lois américaines et européennes qui permettent de le faire et qui permettent d'avancer, de faire de la recherche et d'avancer sur ces sujets-là. Oui, on peut travailler sur des molécules qui sont encore brevetées, d'accord, mais on pourra commercialiser notre produit qu'une fois que le brevet sera tombé. D'accord. Donc c'est un sujet effectivement très intéressant parce que il permettrait de faire ce qu'on appelle du life cycle management, donc de développer un long acting et d'avoir un long acting qui arrive sur le marché. S'il arrive sur le marché avant que la molécule soit génériquée et que ses prix tombent, ça permet de faire et de conserver la franchise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Janssen avec le premier long-acting injectable de risperidone, qui s'appelle le Risperdal Consta. Ils ont fait un travail remarquable de life cycle management. Donc évidemment, c'est des sujets qu'on regarde et si on travaillait sur des sujets comme ça, je ne pourrais pas le discloser parce qu'on ne disclose pas nos discussions qui sont à des stades très tôt dans le développement. Mais c'est évidemment des choses qu'on regarde avec attention. On retient que la question de Gérard est pertinente. Question de Franck, vous avez indiqué lors du webinaire précédent que vous aviez des sollicitations fréquentes. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors vous êtes sollicité, Christophe. Alors, on a, ça fait 10 ans. 10 ans qu'on attend et que j'attends personnellement ce moment, enfin 12 ans même d'ailleurs maintenant, parce que d'abord les résultats de phase 3, il y a très peu de sociétés pharmaceutiques qui arrivent à ce stade, nous ont permis de montrer que la technologie fonctionnait, et même de façon remarquable. On attend l'approbation, ça sera la prochaine étape, il y a encore beaucoup moins de sociétés qui atteignent ce stade-là. Et même si on doit passer par la case CRL, quelque part, c'est une belle étape que beaucoup de biotech aimeraient bien atteindre. Donc maintenant, il faut qu'on transforme l'essai, enfin que Teva transforme l'essai. Et évident qu'on n'aura plus du tout les mêmes questions, on sera beaucoup moins challengé sur la technologie, on l'est déjà beaucoup moins, grâce au résultat de phase 3. Qu'il y a 10 ans, quand on a convaincu Teva de la puissance de Bipo. Donc, oui, on voit une accélération. D'ailleurs, on a, l'an dernier, renforcé notre équipe de business développement. Et c'est clairement une des priorités de la société, parce qu'on a construit cette engine à faire ces produits en long acting. Et maintenant, on veut le déployer. Dans toutes les indications, on peut faire une différence, que ce soit dans les pays développés, mais les pays en voie de développement, et où on peut évidemment aussi transformer ça, parce que chaque produit a vocation à se transformer j'allais dire en anglais EBITDA, comme on dit en français. Excédent brut d'exploitation. Voilà, en profit futur. Et c'est vraiment la route qu'on a déterminée au suivi à Medincell. Et puis, au-delà de ces discussions avec des partenariats, nos équipes de recherche ont fait aussi un travail remarquable pour développer des nouvelles générations de technologies dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui, dont je parlerai dans le futur. Donc certaines sont en train d'être transférées en développement. Moi, j'ai envie de vous poser une question, sachant que cette CRL n'est pas une fin de non-recevoir. On l'a vu, vous avez compris la réaction du marché hier qui vient presque sanctionner un échec. On a l'impression, quand on voit le titre qui perd 30%, que c'est fini pour MDC IRM. Alors, on s'y attendait, parce que ça a toujours eu des impacts similaires sur des jeunes sociétés biotech. Et notamment en France, où il y a eu très peu d'expérience de sociétés qui sont arrivées à ce stade du CRL. Et donc on le voit, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour expliquer ce que c'est. Et on passe avec Ramé beaucoup de temps en ce moment. Au téléphone. Oui, au téléphone d'abord, parce que mon téléphone sonne, et puis aussi pour parler à nos investisseurs, à tous nos investisseurs existants qui nous ont fait confiance, évidemment,
et puis aux autres. Et les investisseurs chevronnés connaissent le sujet. Hein. Les analystes, d'ailleurs, n'ont pas du tout changé leur objectif de cours de bourse parce qu'ils savent que c'est souvent une étape vers l'approbation. Et pour l'anecdote, j'ai même un ami d'une autre bibliothèque qui m'a félicité pour la CRL. Alors, je n'irai pas jusqu'à là parce que j'aurais préféré m'en passer. Oui. Mais c'est vraiment fréquent dans notre métier. Bon, on arrive au terme de cette webconférence. Il est 18h38. J'ai envie de vous laisser le plateau, si je puis dire, pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux investisseurs déjà qui se sont connectés ce soir avec nous en direct et à ceux qui regarderont le replay, j'en profite pour le dire, qui sera disponible d'ici quelques jours sur le site de Boursorama pour conclure, Christophe? Je pense que je pourrais dire 3 choses. La première, c'est que tous les employés de Medincell sont actionnaires, et nous aussi. Et qu'on est tous touchés par... Tous dans le même bateau. On est tous sur le même bateau. Tous sur le même bateau. C'est comme ça qu'on a construit le modèle d'entreprise de Medincell. Et votre partenaire Teva aussi, d'ailleurs. Oui. Et on a aussi, dans l'audience aujourd'hui, beaucoup de nos anciens employés qui sont aussi actionnaires. Et donc, cette évolution boursière a eu un impact et qu'on espère de courte durée. Ensuite, il faut se rappeler des fondamentaux. Et je pense qu'on a 2 atouts. Premièrement, un produit qui a fait ses preuves dans une phase 3, avec des résultats sincèrement spectaculaires. Le CEO de Teva les appelle phénoménal efficacy. Il rajoute dans ses discussions avec ses analystes financiers que it should be the preferred product. Une schizophrénie, ça devrait être le produit préféré. Donc le produit est magnifique, c'est un produit qui va être simple d'utilisation, beaucoup plus simple que ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, qui monte tout de suite au niveau thérapeutique, donc qui va permettre de basculer sur ce type de traitement très rapidement, avec une efficacité belle, des effets secondaires qui semblent être plus bas que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Et les patients en ont besoin. Ce produit est là et ça pourrait devenir vraiment un traitement de référence en schizophrénie. Ensuite, on a un partenaire formidable qui, depuis 8 ans, donc, a amené le produit à ce stade, qui en plus a eu des succès vraiment récents dans la mise sur le marché de produits dans le secteur de ce qu'on appelle le CNS, le système nerveux central. Un partenaire qui est agressif, qui, dans ses lancements, qui est réputé pour ses lancements, qui a toute l'expertise pour nous amener dans sa dernière étape. À bon port, on va dire, effectivement. Dernier sujet, je crois que si on est là ce soir, c'est pour montrer que la transparence est une valeur de Medincell et qu'on continuera à l'être en tout cas avec vous tous. Et puis merci pour vos questions et à bientôt. Ben voilà, merci beaucoup, messieurs, pour cette webconférence et pour ce moment d'échange avec les actionnaires. Merci Laurent. Merci Laurent. Cette webconférence Medincell s'achève. À très bientôt. Et puis, ne vous inquiétez pas, elle sera disponible en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci, bonne soirée, à bientôt.